Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier numéro du Café des Luttes, le magazine d'actualité de la CGT Métallurgie. Nous allons débattre avec nos invités de l'actualité revendicative dans nos entreprises, dans nos groupes, actualité revendicative chargée, en particulier dans les NAO, négociations sur les salaires, dans la défense de notre industrie, dans la bataille pour une convention collective nationale que nous menons dans le cadre de la négociation historique avec l'UIMM. Négociation engagée depuis maintenant 2 ans, et nous traiterons au cours de cette émission, dernière partie, la question de la construction du rapport des forces que nous souhaitons tous pour obtenir de nouvelles garanties sociales, construction de lutte revendicative en lien bien évidemment avec la question de la syndicalisation CGT. Tout cela dans une perspective, celle d'une nouvelle journée d'action, le 19 avril et bien sûr le 1er mai. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau nos premiers invités, Aurélie Mahou, membre de la direction fédérale, Aurélie qui fait aussi partie de la délégation de notre fédération lors des négociations avec l'UIMM. Genziz Sarioglu, du syndicat Aérocan du département de l'Ain, Denis Vavassori, du syndicat CGT de la Tour Eiffel, et Philippe Verbeek, ArcelorMittal, membre de la direction fédérale et animateur de la filière sidérurgie. Première question, Philippe Verbeek. Philippe, notre fédération vient d'appeler à une semaine d'action du 12 au 16 mars, avec un temps fort le 15 mars, autour de la question de nos garanties collectives. 5e semaine d'action sur ce sujet, en lien avec l'emploi industriel. La sidérurgie était dans la rue le 15 mars. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, la sidérurgie est confrontée depuis quelques mois à une nouvelle vague de consolidation, de restructuration à l'échelle européenne. Et le dossier Ascométal a été le dossier en haut de la pile, puisque le groupe, après une liquidation judiciaire, après un redressement judiciaire, a été repris par un Suisse allemand, Schmolz-Bickenbach, qui programme de nouveau des fermetures d'outils de production dans les bassins phares d'Ascométal, des aciéries, des laminoirs. Donc c'est le dossier phare de fin d'année passée. Et on a eu également l'absorption d'un groupe italien Ilva par ArcelorMittal. On a une fusion entre Tata Steel et ThyssenKrupp Steel. Donc on voit bien que toutes ces opérations mettent de nouveau en danger nos actifs sidérurgiques dans le pays. Les capacités de production bien évidemment, mais les emplois au travers de ces restructurations annoncées. Et donc on a décidé en début d'année de réagir à l'échelon national sur la filière en organisant des mobilisations dans au moins 3 bassins phares de la sidérurgie, c'est-à-dire les Bouches-du-Rhône avec le bassin de Fos-sur-Mer, la Moselle bien évidemment, et aussi le Valenciennois qui a réuni l'ensemble des sidérurgistes des Hauts-de-France. Voilà, donc on était effectivement sur des revendications à l'échelle nationale, notamment la maîtrise publique de la filière, mais aussi organisée dans les bassins d'emploi pour croiser avec nos structures professionnelles et interprofessionnelles par rapport à l'enjeu d'équilibre économique et social dans ces bassins. Alors Philippe, la sidérurgie dans la rue pour la défense de la filière, mais aussi les salariés de Bosch-Rodez sur la question du devenir, en particulier dans l'industrie automobile, du diesel, les Ford, Alstom, hier les GMS et bien d'autres que j'oublie, malgré la reprise économique dont les commentateurs nous rabattent les oreilles, l'avenir même de l'industrie est-elle toujours au cœur de nos préoccupations ? Je crois que c'est plus que jamais au cœur de nos préoccupations pour la métallurgie et pour l'ensemble des fédérations de l'industrie, évidemment. On voit bien que depuis quelques mois, les fleurons de l'industrie sont attaqués sur fond de délocalisation rampante, effectivement, de nos activités. Je crois que tout le monde est d'accord, politiquement parlant. C'est d'ailleurs le paradoxe que l'industrie devrait remonter au niveau auquel elle devrait être et représenter autour de 20% du PIB. Nous sommes tombés à 10% dans le pays.
c'est aussi un travers au niveau européen. Et donc effectivement, on a besoin de se mobiliser pour l'emploi industriel, pour les investissements, pour les capacités de production en France, parce qu'on le mesure à l'heure actuelle, c'est un enjeu d'équilibre en territoire. C'est un enjeu fort et c'est un enjeu qu'on peut croiser aussi avec les services publics qui sont en mouvement actuellement, et on voit bien que on est bien sur notre slogan industrie, pas d'industrie sans service public, pas de service public sans industrie. Denis Genghis, on parle de lutte, on est en plein dans l'actualité de la fédération, mais d'après les médias, le gouvernement et toute cette gence, la lutte ne paye plus. Il y a même certains qui disent que le syndicat, ça ne sert à rien. Il me semble que tous les deux, vous avez une autre histoire à nous raconter, que vous pouvez nous parler d'une réalité complètement différente que celle que veulent bien nous donner les médias. Denis, tout d'abord à la Tour Eiffel, hein, il paraît que vous avez suivi au pied de la lettre l'engagement de la CGT, hein, de ne pas faire passer les ordonnances Macron dans l'entreprise. Qu'en est-il exactement ? En fait, concernant le CSE, la mise en place du CSE à la Tour Eiffel, on a décidé vraiment de mobiliser les salariés autour de ce sujet. Il faut savoir que les salariés de la Tour Eiffel sont très attachés aux instances représentatives du personnel. Donc il y a eu une très forte mobilisation autour de ce sujet. On a vraiment fait en sorte à travailler sur le terrain pour que les salariés vraiment prennent possession de ces revendications, ce qui a donné lieu à un préavis de grève qui a été déposé. Et au final, qui n'a pas abouti à une grève, il n'y a pas eu besoin en fait. On a réussi d'ores et déjà à baser, en fait, à mettre les premières bases des futurs CSE à la Tour Eiffel. Donc en gros, vous avez signé un accord ? On a signé un accord, on s'est mis d'accord sur un accord tout à fait. Et à la sortie de cet accord, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on devait perdre normalement 10 élus au CSE avec les nouvelles réformes Macron. Là, au final, on conserve le nombre d'élus qu'on était avant, c'est-à-dire 32 élus au total, donc titulaires, suppléants confondus. Et ce qui équivaut dans les réformes à une entreprise de 900 000 salariés, alors qu'à la Tour Eiffel, on est 350. Donc on a réussi quand même à garder le même nombre d'élus avec le même nombre d'heures de délégation aussi. Parce que ça aussi, c'est un gros enjeu dans les CSE, dans cette nouvelle réforme, c'est de perdre aussi en moyens de syndicalisation, etc. Lutte gagnante toujours, Genghis, mais sur un autre sujet, notre fédération porte un projet de grille de classification unique pour notre branche, afin que soit reconnue la qualification de chaque salarié, hein, ce qu'on appelle, nous, le savoir et le savoir-faire, les diplômes et l'expérience. Sujet assez complexe. Pourtant, vous avez porté dans votre entreprise ce projet et vous avez gagné. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les salariés ? Ce que ça change, c'est que les classifications qu'on a négociées permettent aux salariés de pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Donc, et puis aussi la prise, la conscience des salariés sur la grille qui portent eux-mêmes maintenant, parce qu'avec les assemblées générales qu'on a fait sur ce sujet-là, les salariés se sont appropriés cette grille-là. Ce que nous permet dans nos ENAO de discuter uniquement autour de la grille. Et cette grille-là nous a permis depuis quelques années d'améliorer les salaires, les évolutions de chaque salarié. Et les évolutions de carrière. Voilà, les évolutions de carrière de chaque salarié. Il faut se dire aussi que quand on s'est inspiré des propositions de la Fédération Métallurgie, on en avait parlé au début aux salariés, ils n'étaient pas trop chauds, tout ce qui s'ensuit, et nous on avait pris la décision de le porter auprès de la direction, en expliquant aux salariés qu'il fallait qu'on arrive à aboutir sur cette grille-là qui leur permettra d'évoluer beaucoup plus facilement. En 2015, il y a eu une lutte par rapport à ça d'une demi-heure par jour sur une semaine. Et en 2016, on a pu négocier justement cette grille qui a permis maintenant aux salariés de pouvoir se retrouver et puis d'évoluer. Aurélie, Genghis aborde une question importante dans la négociation qui a lieu avec l'UIMM.
Donc nous sommes en plein cœur de cette négociation avec ce sujet. Ça fait 18 mois que nous sommes dans cette négociation. Où en sommes-nous? Et que veut l'UIMM avec ce nouveau dispositif conventionnel? Alors tu fais bien d'utiliser le terme dispositif conventionnel parce qu'effectivement, ce que porte l'UIMM, c'est une boîte à outils au service des DRH, au service des chefs d'entreprise qui viendront piocher ce dont ils ont besoin et pas du tout une convention collective faite de garanties à la fois collectives et à la fois individuelles pour l'ensemble des salariés. On veut une boîte à outils et ils sont aidés en cela par les réformes récentes, les lois El Khomri, les ordonnances Macron. L'idée, c'est de rapporter tout à l'entreprise et de ne plus garantir au niveau de la branche des droits pour les salariés. Alors, ça fait 18 mois qu'on négocie. Est-ce que l'UIMM est pressé d'en finir? Et quels sujets sont actuellement sur la table? Je pense que l'UIMM a un peu souffert des 14 mois qu'on a passés sur les classifications, où la délégation CGT a été pugnace et a combattu pour avancer dans les questions essentielles que sont les classifs, comme on vient de le dire. Là, l'UIMM accélère et on a sur la table en ce moment en même temps 3 sujets et pas des petits sujets. Le temps de travail, la santé, les conditions de travail, qualité de vie au travail et un 3e qui s'est ajouté autour de la précarité et des CDI de chantier. Donc sur le temps de travail, l'UIMM est assez arrogante, revancharde, elle n'a pas digéré les 35 heures, donc là elle veut la fin des 35 heures dans la branche. Donc elle nous propose des contingents d'heures sup à 450 heures, 280 en cas de modulation, aujourd'hui c'est 175 heures. On a un forfait jour qui pourrait monter à 282 jours. Quand on sait la charge de travail des salariés au forfait jour aujourd'hui, c'est absolument impensable. On a une proposition de permettre le surcroît d'activité, voilà, les dérogations au repos quotidien, au repos hebdomadaire pour simple surcroît d'activité. C'est quoi un surcroît d'activité pour le patronat? Eh ben, c'est une commande exceptionnelle, c'est une machine qui tombe en panne. Enfin, donc, ils ont de grandes ambitions. Donc une négociation dont un enjeu considérable qui va bien au-delà de notre profession. Je vous remercie d'avoir participé à ce premier débat qui va, comme on vient de le dire, bien au-delà de la profession de métallo. La question centrale, c'est bien le statut des salariés qui est au cœur de cette négociation et du projet défendu par la CGT. On y reviendra tout à l'heure dans un deuxième plateau avec nos invités, en particulier avec Philippe Martinez. Mais c'est aussi un enjeu international. Et je vous propose de voir cela avec une interview que nous avons faite de Bernard Thibault, membre du Bureau international du travail, avant d'accueillir ce nouveau plateau. C'est un enjeu important et qui dépasse largement les frontières françaises, comme tout débat, d'ailleurs en général, s'agissant de l'évolution du droit social en France. On en a parfois peu la mesure, mais le fait que ce soit en France, un des pays où le taux de couverture des travailleurs par convention collective est le plus élevé au monde, fait que dès lors qu'il se passe quelque chose sur ce sujet-là, ça a une résonance internationale très importante. Le fait que ça soit la métallurgie qui est à l'ordre du jour dans les lignes d'action et les projets de la fédération, ce qui touche 1,5 million de travailleurs de la métallurgie, ce qui est en soi aussi stratégique pour chacun des pays, c'est dire combien ça résonne pour le mouvement syndical international. L'attitude du patronat est à la fois très ancienne, n'est pas très révolutionnaire dans son approche, et consiste au regard des droits sociaux à transformer le travail en marchandise et les travailleurs en marchandises. Or, pour l'OIT, depuis 1944, par une déclaration des États, il a été réaffirmé que le travail n'était pas une marchandise. Parce que la vertu des conventions collectives nationales, c'est justement de faire en sorte que dans la concurrence que se mènent les entreprises, elles se mènent une concurrence sur tous les facteurs, sauf les critères sociaux. C'est ça qui doit protéger les travailleurs. Elles peuvent se mener une concurrence par la recherche, par le développement, par l'innovation, par la qualité des produits, par leur réseau de distribution et de commerce, mais en aucun cas, c'est la vertu des conventions collectives, elles ne se mènent une compétition par le moins-disant social. Si on affaiblit les conventions collectives ou si elles ne sont pas nationales, naturellement, les employeurs ont toute latitude pour faire de la compétition par le moins-disant social par les travailleurs, et c'est eux qui deviennent la variable d'ajustement dans le fonctionnement de l'entreprise. Le mouvement syndical aujourd'hui a besoin de se mettre à l'offensive et pour ce qui concerne les activités du Bureau international du travail, nous avons besoin de conquêtes sociales nous permettant de générer des droits sociaux à l'échelle internationale, ce qui est quand même la meilleure des conditions à réunir pour préserver à la fois ces droits et prétendre à une amélioration pour la société de demain. Pour ce deuxième plateau, nous accueillons
Edith Bichelet, secrétaire générale de l'Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens de la métallurgie, Stéphane Flégeau, secrétaire général adjoint de notre fédération, Émeric Tellier, membre de l'Institut d'histoire sociale de la fédération, et Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Edith, on vient de le voir avec ce que nous disait Aurélie sur cette négociation historique. La CGT est contre tout, elle ne signe rien. Dans cette négociation, sommes-nous donc simplement en opposition frontale aux propositions rétrogrades de l'UMM, ou portons-nous un véritable projet, un projet de statut unique pour tous les salariés, de l'ouvrier au cadre? Effectivement, notre philosophie de la Convention collective nationale diffère franchement avec le projet de l'UMM. Notre conception du socle de droit à garantir est complètement différente. La CGT est porteuse de progrès social, hier comme aujourd'hui, et nous amenons dans les négociations des propositions telles que la grille de classification qui a été construite, qui a été complétée et amenée en négociation, proposée à l'UMM. Cette grille de classification est centrée sur le salarié, sur ses savoirs, sur ses savoir-faire, sur sa formation, son expérience, son niveau de diplôme, tout ce que nie aujourd'hui l'UMM dans son projet. Nous sommes porteurs de propositions sur tous les sujets? Évidemment, je pense que sur les 10 chapitres, il n'y a pas un chapitre dans la négociation sur laquelle on n'arrive pas avec quelque chose. Le temps de travail, la proposition de réduction du temps de travail avec les 32 heures et les 200 jours pour les salariés en forfait jour pour travailler tous et travailler mieux. L'égalité professionnelle, où on pousse et on impulse un projet d'évaluation de l'égalité professionnelle qui ne se limite pas à la comparaison des salaires des hommes et des salaires des femmes, qui prend vraiment en compte l'évolution de carrière. Ce sont que des exemples, Mais explique-nous, voilà, on est porteur d'un projet, une convention collective nationale pour l'ensemble des salariés. Ceci dit, aujourd'hui, il existe d'autres conventions collectives, et notamment une convention collective des ingénieurs et cadres. Dans le cadre de notre projet, que va devenir cette convention collective des ingénieurs et cadres? Alors effectivement, aujourd'hui, la CGT propose bien une convention collective nationale de haut niveau pour tous les salariés, de l'ouvrier au cadre. Il ne s'agit pas de nier la particularité de chacun dans l'exercice de sa fonction, dans son travail, dans son expérience, mais bien d'avoir un maximum de droits pour prendre en compte ses particularités et le rôle de chacun dans le processus de travail. Mieux disant social et en même temps conquête de nouveaux droits. On se sert des droits les plus élevés comme tremplin pour la construction de revendications pour tous les salariés. Stéphane, on vient de parler des garanties collectives. Philippe, dans le premier plateau, nous expliquait qu'on mène de grandes luttes sur les questions de l'industrie, de la défense de nos outils, mais aussi pour développer l'industrie. Quel lien fais-tu entre cette bataille pour le développement industriel et cette lutte qu'on mène pour les garanties collectives? On a deux fers au feu? On a deux fers au feu, oui, c'est clair, parce que sur cette question de la bataille industrielle, pour nous, à la Fédération de la métallurgie, elle ne peut pas se développer, s'asseoir et se développer sans de réelles garanties collectives de haut niveau, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, dans cette bataille industrielle, on a bien affaire à des industries où on a beaucoup de savoir-faire, de conditions de travail qui sont difficiles. Donc, pour avoir une réelle attractivité des métiers de la métallurgie, mais plus largement de l'industrie, ça passe bien évidemment par des garanties collectives de haut niveau pour assurer des conditions de travail et que les salariés puissent réaliser les produits dont on a besoin, qu'ils puissent le réaliser dans de bonnes conditions et surtout de transmettre tout ce savoir et savoir-faire qui existe dans nos métiers de l'industrie. Donc, bataille pour l'industrie, bataille pour l'attractivité des métiers, mais ça veut dire que, en fait, la fabrique de l'avenir, c'est nous? Oui, c'est ça. Il faut inverser cette communication.
notre industrie de demain, c'est nous qui la construisons. Les salariés sont les premiers experts du travail qu'ils ont réalisé. Donc bien évidemment que l'avenir, c'est nous, c'est les salariés qui allons créer cet avenir-là. Et ça passe bien évidemment par la mobilisation et notamment autour de ces questions de garantie collective. Aymeric, lors de la dernière négociation sur le temps de travail, l'UIMM nous a fait la leçon, une grande leçon de morale. Et évidemment, en dénonçant notre attitude de force de proposition et en nous désignant concrètement comme les ennemis de l'entreprise, comme les ennemis de la compétitivité. Alors, les conquêtes sociales, Aymeric, elles sont tombées du ciel. Et en plus, en tombant du ciel, elles ont véritablement mis l'industrie en péril. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que du point de vue de l'histoire, on se rend vite compte que c'est les luttes sociales collectives qui ont permis d'acquérir un certain nombre de droits et de faire fonctionner, d'aller vers le progrès social. Je crois qu'il faut en être conscient aujourd'hui, c'est que les droits, ils ne sont pas tombés du ciel, ils n'ont pas été octroyés par un patronat compatissant, mais ils ont bien été gagnés par des luttes collectives. Tu peux prendre un exemple ? Alors, déjà, ce qu'il faut rappeler, je pense avant tout, c'est que si on prend une image, une lutte, c'est en gros le jeu du tir à la corde. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le patronat, de l'autre, il y a les salariés, et au centre, il y a la question de la répartition des richesses produites. Et quand on regarde un peu l'histoire, il y a eu des temps très forts. Je pense par exemple à 36 ou à 68, dont on fête le 50e anniversaire cette année. Et durant ces temps forts, les salariés ont pu imposer au patronat de lâcher prise et du coup de pouvoir gagner de nouveaux droits. Alors si je dois prendre un exemple, dans ces périodes où justement on a pu gagner, durant le Front populaire, en fin 1937, la CGT, elle revendique 250 000 salariés de la métallurgie de la région parisienne qui sont syndiqués. Bien évidemment, ça favorise le rapport de force, ça permet de faire plier le patronat. Et ça a permis notamment d'acquérir un certain nombre de choses comme une augmentation générale des salaires, la création des délégués du personnel, la réduction du temps de travail à 40 heures ou encore les 2 semaines de congés payés pour tous. C'est aussi vrai sur la sécurité sociale ? Tout à fait. Sur la sécurité sociale, quand on se plonge un peu dans l'histoire, on se rend compte qu'il y a eu énormément de luttes, énormément de sacrifices qui ont été faits pour pouvoir justement obtenir l'indemnisation des accidents du travail, des maladies professionnelles, la prise en charge de la maladie ou de l'hospitalisation ou encore la reconnaissance du droit à la retraite. Ces luttes, elles ont abouti après des décennies à la création de la sécurité sociale en 1945, à une sécurité sociale universelle, solidaire, dans un contexte qui, il faut le rappeler, était autrement plus compliqué qu'aujourd'hui d'un point de vue économique et social. On se situe à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et c'est extrêmement compliqué. Et pourtant, on a réussi à mettre en œuvre un système qui fonctionne encore aujourd'hui et que le monde entier nous envie. Si je te comprends bien, la lutte paye, quoi. Exactement, la lutte paye. Philippe, la lutte paye. On aimerait aborder avec toi 2 questions qui semblent être souvent dans les débats avec les salariés. Premier sujet qui est largement véhiculé par les médias et nos adversaires, c'est d'ailleurs souvent les mêmes. Défendre des garanties collectives, ce serait, selon eux, défendre des privilèges. Oser proposer de nouvelles conquêtes sociales, ça ne saurait pas être moderne. Qu'en penses-tu ? Effectivement, ceux qui nous parlent de privilèges, je ne pense pas aux médias, moi, je pense aux grands patrons, ils sont bien placés pour nous parler de privilèges. Ce sont ceux qui gagnent des millions d'euros par an, qui en général se débrouillent pour que leur entreprise ne paye pas d'impôts. On imagine un citoyen lambda ne pas payer ses impôts, il est tout de suite rattrapé par la patrouille, comme on dit. Donc, ils sont bien placés pour parler des privilégiés, ces grands patrons. Non, les garanties collectives sont indispensables. Parce que sans garantie collective, c'est le risque, et on le voit tous les jours, avec les nouvelles formes de travail, la ubérisation du travail, c'est que la référence soit ceux qui n'ont aucun droit. Et je crois que ça a été dit avant moi, la France est un des pays au monde où il y a le plus de salariés qui sont couverts par des garanties collectives, plus de 90%. Et c'est ça que le patronat veut casser. Et ce petit refrain, on l'entend d'ailleurs dans tous les pays.
Parce qu'on évoque souvent l'idée que le travail serait un coût et donc il faudrait baisser les droits des travailleurs pour être plus compétitif. Mais j'étais récemment en Argentine. Ils ont aussi un gouvernement qui dit vous avez trop de droits, il faut casser vos garanties collectives et vos conventions collectives. Pourtant, les salaires en Argentine ne sont bien inférieurs à ceux de la France. Alors, c'est peut-être un hasard, le président argentin s'appelle Macri. Peut-être qu'il y a une relation familiale entre Macri et Macron, mais c'est la même chose au Brésil et c'est la même chose dans tous les pays du monde. Donc, c'est loin d'être un privilège. Dans ces garanties collectives, nous les métallos, nous avons notre convention collective, d'autres n'ont que le code du travail. Et puis parmi ceux-là, il y a des salariés qui ont un statut qui est une convention collective, sauf qu'ils ont une mission de service public. Je pense aux fonctionnaires. Et donc ce statut, en plus d'être une garantie collective, c'est un lien à la population. C'est-à-dire que dans leur mission, et grâce à leur statut, ils ont des comptes à rendre aux citoyens et non pas comme nous à des actionnaires. Eh bien, c'est une différence fondamentale, parce que quand on est au service des citoyens, c'est autre chose que quand on est là, même forcé, pour augmenter les dividendes versés aux actionnaires. Deuxième sujet, le mécontentement est quasi généralisé. Des milliers de salariés, de retraités sont dans l'action. Dans la maison CGT, dans les syndicats, dans les territoires, il y a une petite musique. Tu parlais d'un petit refrain, petite musique, tous ensemble, tous ensemble. Alors, c'est quoi la convergence des luttes ? Le mécontentement, il est là. Mais ce qui bloque souvent, c'est l'idée qu'on puisse faire autrement. C'est pour ça que j'encourage, et c'est bien que ça se fasse dans la métallurgie, mais ça devrait se faire plus généralement partout, c'est que la CGT, quand elle dit non à quelque chose, elle doit mettre sur la table des projets, des propositions, et je crois que, par exemple, ce qu'ont fait les cheminots est intéressant parce qu'ils défendent un vrai projet de service public du ferroviaire, et donc l'idée qu'on n'a pas qu'un seul choix, comme nous dit le gouvernement et le patronat, on a plusieurs choix. On voit que, globalement, on a des revendications communes, mais on a des spécificités. On n'a pas tous les mêmes conventions collectives. Dans une entreprise où l'emploi est menacé, ben, évidemment, la priorité, c'est la défense de l'emploi, voire la création d'emplois. Ce qu'il faut, c'est faire du cousu humain, je pense, par rapport à ce mécontentement. Il n'y a pas de revendication globalisante pour l'ensemble des salariés. Évidemment, on porte des thèmes importants comme les salaires, la réduction du temps de travail, les droits collectifs, la protection sociale. Mais il faut partir des réalités de ce que vivent les salariés dans les entreprises, mais dans les catégories socio-professionnelles. Je pense que je suis convaincu qu'il y a des revendications spécifiques aux ingénieurs et cadres et il faut les porter aussi. Eh bien, faire du cousu humain pour pouvoir agir ensemble. Et en même temps, c'est ça la convergence des luttes. On commence à le mesurer. Je pense que le 22 mars était un exemple où les salariés, les agents de la fonction publique d'un côté, les cheminots de l'autre, pour ce qui concerne Paris, ont manifesté séparément, mais pour se retrouver au même endroit, à la Bastille, en plus, un symbole de la République. Je pense que c'est ça la convergence des luttes et c'est ce qu'il faut construire. Je sais qu'en face de nous, on a l'impression d'avoir un rouleau compresseur qui veut s'attaquer très fort et qui s'attaque très fort. Et on a l'impression qu'il faut essayer d'aller aussi vite qu'eux. Notre démarche, elle est plus lente, mais elle est beaucoup plus efficace et on commence à s'en rendre compte. Merci de votre participation pour cette deuxième partie de l'émission. Nous allons maintenant aborder, avec notre troisième plateau, la question que vient d'aborder Philippe, la construction du rapport de force, que nous souhaitons tous pour aller vers de nouvelles conquêtes et garanties collectives, en lien avec la question de la syndicalisation CGT. Pour cela, je vous propose d'accueillir nos 4 prochains invités. Pour ce troisième plateau, nous accueillons Fred Sanchez, secrétaire général de notre fédération, Saman El Ghazi, du syndicat CGT Gaggenau en Alsace, et puis 2 personnages qui ne sont pas très nouveaux, on les a vus au premier plateau, respectivement du syndicat Aérocan et de celui de la Tour Eiffel, Cengiz Sarioglu et Denis Vavassori. Cengiz, on a traité la question des classifications, tu nous as dit qu'il y avait de belles avancées sur cette question qui ne sont pas simples. J'aimerais que tu reviennes sur comment on a construit la revendication et surtout la mobilisation. Donc nous, à la CGT Aérocan,
toutes les revendications sont construites avec l'ensemble du personnel. Donc, on soumet aux salariés et on attend les retours, si c'est favorable ou défavorable. Et dans cette grille qu'on a proposée aux salariés, on leur a expliqué par des réunions d'information comment on voyait la chose, comment nous on voyait l'avenir de notre grille de l'établissement. Et les salariés nous ont donné feu vert pour qu'on puisse aller sur les revendications de la CGT et c'est de là qu'on a construit nos propositions. C'était pas facile parce qu'on a eu quand même un moment assez difficile. En 2015, c'était l'année où on a abordé la situation de la grille, où nous avons fait quelques jours de grève, qui nous a permis, sur les NAO futurs, de pouvoir discuter autour de la grille qu'on a signée en 2016. Quand tu parles de grève, vous l'avez décidé comment? En assemblée générale? Vous l'avez décidé sous? On a décidé en assemblée générale. Donc on a réuni tous les salariés, on leur a posé la question, voilà la CGT, les propositions qu'elle fait. Et les salariés ont donné leur feu vert dans une assemblée générale et c'est de là qu'on a pu construire les avancées qu'on a eues aujourd'hui. La CGT, elle est forte dans ton entreprise? La CGT représente 82%. D'accord. Donc, on est sur les deux collèges. Nous avons une organisation qui représente 15% et tout le reste, c'est nous. Mais on a une entreprise où il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés. On a eu beaucoup de départs où on a perdu des syndiqués. Mais cette avancée-là nous a permis quand même de stabiliser le nombre de syndiqués et qu'on puisse gagner d'autres syndiqués cette année. Denis, tout à l'heure, on a abordé la question du CSE, sur lequel vous avez gagné un certain nombre d'avancées. Tu nous disais que vous aviez déposé un préavis de grève. Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu grève après ce préavis. Alors donc, s'il n'y a pas de grève, comment avez-vous pu gagner sur cette question? Est-ce que ça veut dire que vous avez un rapport de force très favorable à la Tour Eiffel? Effectivement, on a un rapport de force qui est favorable. On n'a pas eu besoin d'aller jusqu'à la grève sur ces revendications-là, parce que la direction est bien consciente qu'on était prêt à y aller et le temps qu'il fallait. Le rapport de force, il faut savoir qu'il se construit. Voilà, c'est un travail de longue haleine avec les salariés. Historiquement, on était 70-80 syndiqués. On est passé à 130 syndiqués en 2 ans. Il y a eu une grosse campagne de syndicalisation pour justement augmenter ce rapport de force, car les deux sont très liés. C'est facile de syndiquer à la CGT? C'est facile, surtout dans le contexte actuel. Les gens sont sensibilisés par l'actualité. Après, dans l'entreprise, on met en avant aussi les intérêts à être fédérés, à être solidaires. Et généralement, ça prend, quoi. Après, ceux qui ne prennent pas la carte sont sympathisants, votent pour nous, sont derrière nous, sont toujours mobilisés quand il le faut. Samad, j'ai lu dans le mensuel, le fameux mensuel de la métallurgie, que vous aviez multiplié par 4 le nombre d'adhérents à la CGT. Vous avez une recette miracle? Alors ce n'est pas par 4, c'est bien plus. Aujourd'hui, nous sommes passés environ de 15 à 20 syndiqués il y a 1 an à aujourd'hui plus de 100. La recette, il n'y a pas de recette miracle. On a mis la base de la CGT, c'est-à-dire le syndiqué à la base de notre travail. On a divisé l'entreprise par le nombre d'élus CGT. Les élus sur le terrain? Sur le terrain. Et à la demande des syndiqués, on était présents et c'est un travail de terrain. D'accord. Qu'est-ce que ça change d'avoir autant de syndiqués dans la relation qu'on a avec le taulier et notamment dans le rapport de force dans l'entreprise? Alors un exemple concret, il y a quelques mois, nous avions à notre demande exporté les réunions CE dans les ateliers et le directeur de production s'est emporté et a haussé le ton et a demandé la clôture de la réunion. Et moi, je suis secrétaire du comité d'entreprise et je lui ai dit qu'il n'était pas possible. Il n'en a pas tenu compte, il a arrêté la réunion. Sur ce, plus de 200 salariés ont arrêté de travailler, pas pour des revendications salariales, pas pour, pour des avantages en plus, mais simplement pour le respect des élus.
D'accord. Vous êtes une équipe importante à Gaggenau. Alors, Gaggenau, oui, à Lipsheim, on est à peu près 500 salariés. Tout le travail que je viens de vous dire, je ne l'ai pas fait tout seul. Donc 25% de syndiqués, c'est ça à peu près? Oui, c'est ça. Ouais. Non, un peu plus parce qu'on a un gros bureau d'études qui est basé à Lipsheim. Donc, il y a pas mal de cadres. D'accord. Fred, le 19 avril se profile. Ensuite, il y aura le 1er mai. Donc 19 avril, nouvelle journée d'action interprofessionnelle. La fédération appelle les métallos. La déclaration, c'est les métallos aussi. Évidemment, à la grève dans les entreprises, à interpeller les directions et puis à manifester dans les territoires. Est-ce que c'est seulement le 19 avril une journée d'action en soutien des cheminots? Le 19 avril, bien évidemment, les métallos soutiennent le mouvement des cheminots, mouvement d'intérêt général. Mais au-delà du soutien des cheminots, les métallurgistes seront en grève et en manifestation dans les différentes manifestations qui se tiendront à l'échelle nationale pour porter leur projet de convention collective nationale. C'est-à-dire que les métallurgistes, le 19, seront à la défense de leur statut, qui est considéré aussi par le patronat de la métallurgie comme un privilège, un peu sur la même rengaine qu'on entend au quotidien dans les médias, comme quoi il y aurait des privilégiés et des non-privilégiés dans ce pays. Bien évidemment que la négociation qui se tient aujourd'hui dans la branche on a une responsabilité, la métallurgie, CGT, étant donné qu'on reste encore première organisation syndicale en termes de représentativité au niveau de la branche. Les exemples que viennent de présenter les camarades font la démonstration que là où on a une force organisée avec un taux de syndicalisation important, on obtient des victoires revendicatives significatives. À la Tour Eiffel, avec l'accord autour du CSE et le maintien de l'ensemble des garanties existantes. Le camarade d'Alsace, avec un rapport de force, viennent de faire reculer le patronat. Tous les exemples démontrent que lorsqu'on a un taux de syndicalisation et lorsqu'on a une vie syndicale en lien avec la réalité de ce que vivent les salariés au quotidien dans l'entreprise, on obtient des victoires revendicatives significatives. Je pense que le 19 avril s'inscrit bien évidemment dans un processus de mobilisation. Il y aura un après 19 avril. Le 1er mai prend cette année une dimension particulière étant donné qu'on fête les 50 ans de mai 68. Pourquoi pas rêver d'une nouvelle mobilisation de l'ampleur de mai 68 pour faire reculer le patronat et le gouvernement. Faisons en sorte que ce rêve devienne réalité. Nous arrivons au terme de cette première émission. Merci à tous nos invités pour leur participation. Je veux aussi remercier tout particulièrement toute l'équipe de couverture image qui assure la technique et sans lequel ce premier magazine n'aurait pas pu être possible. Rendez-vous donc dans l'action, les manifs du 19 avril, celles du 1er mai. N'oubliez surtout pas de nous informer de vos luttes, de vos initiatives, de vos succès pour que nous les partagions avec l'ensemble de la CGT, notamment dans notre fédération. Pour cela, je vous rappelle simplement que vous disposez d'un outil dans la rubrique « Proposer une lutte » sur le site internet de la fédération. Bonne lutte, rendez-vous le 19 avril et le 1er mai. Bonsoir à tous.